Les services archéologiques du Troisième Reich étaient obsédés par les racines aryennes et les sites mégalithiques ou volcaniques à forte charge symbolique. Les sucs des Dents du Diable, au pied du Mézin, étaient perçus comme des anciens lieux de culte druidique. La légende de la table d'or du Chastelat a pu attirer l'attention de certains officiers passionnés d'ésotérisme, car elle rappelait les mythes du Graal ou des trésors wisigoths qu'ils cherchaient activement. Durant l'occupation, cette zone du Mézin était stratégique, mais très difficile à contrôler à cause du maquis. Des unités allemandes étaient stationnées au Puy-en-Velay et rayonnaient dans le massif. Et on rapporte des témoignages de patrouilles ou de scientifiques faisant partie de l'Ahnenerbe nazi, la société dédiée à la recherche et l'enseignement sur l'héritage ancestral, ayant effectué des relevés topographiques très précis autour des formations rocheuses de Chaudérol entre 1942 et 1944. Pour la population locale, ces relevés ne pouvaient servir qu'à une chose: chercher le fameux trésor des rois. Eh, la route elle est fermée, salut les passionnés, comment vous allez? Je vais mettre ma petite casquette comme ça, hop, parce qu'il fait un petit peu frisquet malgré le soleil. Je suis ici dans un territoire les plus froids de France, c'est pour ça que la route elle est coupée, je vais vous expliquer. Je vais prendre mes affaires et puis on va faire la petite marche d'approche. Ah, ça, regardez, ça c'est le chapeau qui ressemble à Indiana Jones. Parce que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un petit mélange entre Indiana Jones et la dernière croisade et le Seigneur des Anneaux. Je vais préférer ma casquette parce que j'aime bien aussi mettre ma capuche. L'intro qui dure des heures. Ça y est, ouf enfin. Alors là on a un petit projet de land art. Ce qu'il faut c'est monter là et regarder les piquets là qu'il y a ici qui représentent la ligne de partage des eaux. On est ici dans le pays du Mézin. Je vais vous montrer cet éléphant là qui se trouve au milieu d'un paysage de sucs. Donc vous avez compris, on est dans un paysage volcanique et on est justement à peu près sur la ligne de partage des eaux. C'est-à-dire que d'un côté l'eau elle va à la Méditerranée et de l'autre elle va à l'Atlantique. Et voilà, c'est un paysage qui est magnifique. J'adore ce genre de paysage basaltique avec de la roche partout. On arrive vers la barrière. Alors, pourquoi cette barrière ici? Eh bien parce que, comme je vous disais, on est dans un des pays les plus froids de France, pas très loin du massif du Mégale. Et en fait, la route, c'est la route qui va de Chaudérol jusqu'aux Estables. C'est un espace naturel incroyable. Et en fait, cette route-là, qui passe par la Croix de Pécata, le col de la Croix de Pécata, eh bien, elle est barrée l'hiver. Parce que l'hiver, il y a ce qu'on appelle des congères qui viennent se mettre dans des endroits très ventés. Et tant qu'il y a de la neige, en fait, la route, elle est coupée. Bon, là, ça a quand même bien fondu. Ça reste glissant, hein, vous voyez. Alors derrière moi, il y a la dent du diable. Cette dent du diable, eh bien il y a un mystère autour, une sorte de légende locale. Mais comme toute légende, eh bien ça s'appuie généralement sur du réel. Donc celle-ci, elle s'appelle la dent du diable. C'est une des premières étapes de notre mystère. Cette dent du diable a été créée par le diable. Il a mordu en fait dans la roche et il y a laissé ses dents. Et nous on va aller sur la dent de Chastelat qui révèle l'une des clés du mystère. Mais regardez ça avant, je vais vous faire un petit topo sur cette roche volcanique et pourquoi justement on a ces petites dents qu'on appelle aussi des diques. À la frontière de la Haute-Loire et de l'Ardèche, le massif du Mézin constitue l'un des paysages les plus singuliers du Massif central. Ce territoire de haute terre, culminant à 1753 mètres, est le fruit d'une activité volcanique intense débutée il y a environ 12 millions d'années. Le Mézin est un suc, tout comme le mont Gerbier-les-Joncs, qui se trouve pas très loin. Contrairement au volcan classique à cratère, le suc naît d'une lave très visqueuse qui ne s'écoule pas. Elle s'accumule sur place pour former un dôme massif. Les dents du diable, elles, sont des diques. Ce sont des formations plus verticales. Il s'agit en réalité d'une ancienne fissure ou d'une cheminée volcanique où la lave a solidifié. Avec le temps, les roches environnantes plus tendres ont été érodées, laissant apparaître cette lame de roche dure comme une dent surgissant du sol. Et dans le territoire où je me trouve, il y en a 3 en enfilade. Il y en a 3 en tout, mais il y en a 2 qui nous intéressent particulièrement. Il y a la dent du diable qui est là, c'est un site d'escalade très connu. Et il y a surtout celle qui nous intéresse, et c'est là où je vais aller maintenant, c'est la dent de Chastelat. Parce que, au pied de cette dent, il y aurait quelque chose d'incroyable. Nous y voilà dans le premier lieu de la légende des rois du Velay. Tout commence en 279 avant Jésus-Christ sous le ciel de Grèce.
une immense coalition de guerriers gaulois, menée par le chef Brennos, s'empare du sanctuaire de Delphes, le cœur sacré du monde antique. Ils y dérobent des richesses dépassant l'imagination, des trépieds divinatoires en or, des statues votives et des calices offerts par les rois d'Orient. Mais cet or est frappé d'une malédiction. Poursuivis par la colère d'Apollon et par les armées grecques, les survivants de l'expédition entament une retraite épique vers leur terre natale. Parmi eux, une faction de guerriers velaves, un peuple de Gaule dont le territoire se situait au sud-est du Massif central, et qui ramène une part du butin sacré sur les hauts plateaux du territoire. Alors que les légions de Jules César envahissent la Gaule des siècles plus tard, les druides, gardiens de la mémoire, comprennent que l'or de Delphes ne doit jamais tomber entre les mains de Rome. Ils voient dans les dents du diable un sanctuaire naturel forgé par le feu de la terre. Ils enfouissent alors le trésor grec, mêlé aux reliques de leur propre peuple, dans les entrailles de la roche pointue. L'or maudit est caché dans les profondeurs volcaniques pour protéger le peuple du Velay. Des siècles plus tard, des seigneurs farouches surnommés les rois du Velay bâtissent leur nid d'aigle sur le rocher de Chastelat. Ignorant l'origine antique du trésor, mais attirés par les rumeurs de richesses souterraines, ils font creuser un réseau de souterrains vertigineux. On raconte que ces barons médiévaux auraient redécouvert les salles oubliées des druides, y ajoutant leur propre butin de guerre. Le Chastelat devient alors une forteresse double, visible au sommet, mais labyrinthique dans ses racines volcaniques, protégeant une table d'or massive dont l'éclat illuminerait, selon la légende, les ténèbres des boyaux basaltiques. L'écho de ce trésor traversa les âges jusqu'aux oreilles des occupants nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Obsédés par l'archéologie occulte et les racines celtes, des détachements de Lahnen-Herbe auraient sondé les parois de Chauderolles, cherchant dans la pierre volcanique les signes des anciens druides ou la trace du passage des Templiers. Certains disent qu'ils ont trouvé des portes scellées, d'autres qu'ils sont repartis bredouilles. Ça y est, j'arrive sur la dent, elle est magnifique, elle est derrière moi, le soleil est au rendez-vous. Et c'est vrai que quand vous êtes sur les lieux, eh bien vous pouvez facilement imaginer la naissance de légendes avec des fées, avec de la magie, avec le diable. Le diable est très très présent dans ces terres, puisque c'est une terre qui est tellement hostile, tellement rude pour l'humain, qu'elle fait naître justement beaucoup de légendes. Il y a beaucoup de petites légendes locales, mais celle-ci est particulièrement intéressante. C'est pour ça que j'avais envie de vous en faire une vidéo. Et ça colle vraiment à la chaîne. Il y avait donc une forteresse au sommet. C'est fou de se dire ça. Et a priori, il reste des fondations. Je vais faire le tour. Je vais essayer de voir si je peux monter, mais c'est chaud quand même. J'ai déjà essayé de faire un tout petit bout et je m'en sens capable. Mais le problème, c'est que je suis tout seul. Donc si je suis tout seul, je prends aucun risque. Voilà. Je fais le tour avec vous. Et si je vois que je peux pas, et ben dans ce cas-là, je vais faire monter mon drone. Il y a des grimpettes à faire. Allez, c'est parti. On y va. Wow, c'est dingue. Ouais, effectivement. Là, c'est clair qu'il y a eu soit des fouilles, soit des fondations sur une habitation ou une petite ferme, ou un espace où il y avait les soldats, je sais pas. Et comment ils faisaient pour monter là-haut? Est-ce qu'il y avait des escaliers? J'ai pas l'impression, hein. Comment ils faisaient? On va voir si de l'autre côté ça passe. En tout cas, je vais revenir là sur les fondations parce que c'est tout à fait intéressant. C'est pas un trou naturel, ça c'est sûr. Il y en a un peu de partout. Donc je sais qu'il y a eu des fouilles, mais c'est pas très documenté ici. Et donc c'est pas forcément évident de trouver des informations. Ah ouais, là ça pourrait éventuellement passer. Oh là là, c'est abrupt. Mon Dieu, comme c'est beau. Waouh, ça tombe direct là. Waouh. On va descendre, on va voir ce que ça donne. C'est pas si dangereux que ça, mais quand même, hein. On va passer par ce petit passage que des milliers de gens ont dû prendre, même des hommes préhistoriques. Ah là là, j'adore. C'est fabuleux. Regardez cette roche comme c'est beau. Il y a des fleurs de partout, il y a des oiseaux de partout. Je suis tout seul, puisque la route elle est condamnée, donc les gens ne viennent pas. Et puis généralement ils se dirigent vers le Mézin qui est derrière moi. Donc en fait les gens ne viennent pas. Ah oui, donc là il y a effectivement... Ah oui, non, il y a des fondations là. Là c'est pas des fouilles qu'on a, hein, donc c'est bien des fondations. Donc il y avait bien peut-être une ferme ici, à une époque. Une ferme ou un bâtiment autre, peut-être un bâtiment militaire, hein, tout à fait. Est-ce que c'était médiéval? Je vais essayer quand même de pousser mes recherches quand je serai de retour au studio, voir si je peux trouver quand même quelque chose. Ce serait intéressant.
Oui, il existe des traces concrètes d'habitations et de structures au pied de la dent de Chastelat. Le cadastre napoléonien de Chauderolles montre que le secteur était une zone de pâturage intense. Au pied des dents du diable, il existait ce qu'on appelle des loges, c'est-à-dire des habitations temporaires de bergers, ou bien des petites fermes construites en pierre sèche et couvertes de chaume ou de lauze. Des ruines de murs de clôture et des fondations de bâtiments agricoles sont encore visibles dans les prairies entourant le Chastelat. C'est ces ruines que je découvre avec vous. Je vais peut-être aller faire les libraires aussi du coin, parce que les libraires généralement ils connaissent bien l'histoire, ou alors ils connaissent des auteurs, ils connaissent des gens qui connaissent. Waouh, là il y avait de la pierre, hein. Effectivement. Par contre c'est très 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 ancien, parce que si c'était une habitation ou un bâtiment, sincèrement c'est hyper ancien. Ça date de plusieurs siècles, parce que là on a juste les fondations, on n'a plus du tout, on appelle ça la charpente et puis le toit. Là on n'a que des pierres. Alors est-ce que les pierres ont été volées ou récupérées par les paysans du coin? C'est fort possible, hein. Parce qu'ici la pierre elle est précieuse. Les pierres taillées, c'est vraiment des choses qu'on recherche, que les gens recherchent. D'ailleurs il y a pas très loin, il y a la chartreuse de Bonnefoy, qui est une ancienne chartreuse abandonnée, qui fait partie de l'ordre des chartreux, où je suis allé, et elle est magnifique. Il ne reste plus qu'un pan justement de la chartreuse, juste un mur en fait avec des fenêtres. Et en fait cette chartreuse, c'est la plus haute de France, la plus en termes d'altitude, la plus haute de France, c'est une des plus anciennes. Et cette chartreuse, elle a été pillée à de nombreuses reprises, et notamment toutes les pierres ont été volées par les gens du coin pour justement les revendre sur les marchés et faire du business avec, quoi. Quel dommage. Là c'est peut-être une lauze de toiture. Elle a l'air d'être bien abîmée, mais ça prouverait qu'il y avait un toit en lauze. Ici la lauze, c'était ce qui recouvrait les toits, tous les toits absolument partout. Les textes médiévaux mentionnent souvent des caves ou des celliers creusés sous les maisons fortes pour conserver les denrées à température constante, grâce notamment à l'inertie thermique du basalte. Dans le cas du Chastelat, ces cavités ont pu alimenter la légende des souterrains. Si une ferme a été bâtie sur les ruines du château, il est fort probable que ses occupants aient utilisé les anciennes caves médiévales, voire les aient agrandies. Les fouilles qui ont été effectuées autour du Chastelat ont mis en évidence que le site a été réoccupé à plusieurs reprises. Une habitation pourrait avoir été construite directement contre la paroi rocheuse, là où la légende situe l'entrée du trésor et là où certainement les nazis sont venus chercher. Ok, là je descends, je vais faire le tour de la roche de Chastelat. Hop là, c'est raide, hein. Wow. Alors, me connaissant, je vais me piffrer, vous allez voir. Ah oui, là il y a eu des fouilles. Je sais pas si je vais être pas trop dans la pénombre, parce que je change d'exposition. Ah oui, attendez, bougez pas. Hop, je vais rajouter un peu de lumière. Ouais, donc là aussi pareil, il y a un trou. Donc là on est dans un pierré. Et là apparemment il y a eu des fouilles. Peut-être que c'est les nazis qui sont venus fouiller. Donc forcément ils sont venus ici pour voir un petit peu ce qu'il y avait, s'il n'y avait pas un trésor. Alors on va continuer à descendre pour faire le tour. Waouh, ah la roche elle est impressionnante de là. On aurait donc ce souterrain qui partirait d'ici et qui traverserait là-bas avec juste les moyens de l'époque. Ici on a donc la roche de Chastelat, et puis je vais vous emmener là où le tunnel donnait de l'autre côté. Et donc il y a plusieurs kilomètres en fait sous la montagne. C'est assez impressionnant, hein. On passe entre le mont Mézin et le mont d'Alambre. Ça paraît quand même assez improbable, mais bon, l'homme est capable de tellement de choses, de tellement de dingueries, que on peut toujours y croire. C'est ça qui est intéressant. Ok, où est-ce qu'ils auraient pu creuser un souterrain? Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, je vais vous faire une vue, on a l'impression que c'est du crâne d'animal. Je vais tomber sur un squelette, vous allez voir. Ça va me tomber dessus. Un jour, ça va me tomber dessus. À force d'aller dans des endroits un petit peu improbables, je vais tomber sur un cadavre. Je sais pas de quoi, mais peut-être. Bon, elle est où cette entrée de tunnel là? Bon, certainement pas de ce côté, puisque si vous faites un tunnel pour partir dans l'autre sens, vous n'allez pas passer sous une roche énorme pour démarrer votre tunnel, on est d'accord.
Oh là par contre c'est beau, on va passer là. Tuc, 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 tuc. On y va les passionnés? Waouh, j'étais là-haut tout à l'heure. L'arbre il est magnifique là, il est éclairé. Je vais voir si je peux faire comme ça. On va voir, on teste. Ah, il y a de la pente là. Hein. Allez, on va essayer par là. Ouais, parce que là c'est un cul-de-sac. Donc je suis obligé de passer par la petite comble. Et ben, je peux vous dire qu'avec le poids de la caméra, le sac et la pente, et ben je fais travailler mon cardio, je vous le dis. Là on a quelque chose. Mais ça va pas plus loin. De toute façon, pour rentrer là-dedans, c'est compliqué. Allez, pas le choix. Hein. Ça m'excite pas trop, mais on va le faire quand même. Franchement, les petits amis, je serai là avec mes filles, tout ça, je me dirais bon. Et encore non, mes filles, elles me diraient non, papa, tu n'y vas pas, tu restes là, maman a besoin de toi. Je pense qu'elles me diraient ça. Vous savez quoi, je vais être raisonnable. Putain, là, je peux pas passer là. Je vais pas y aller, on va faire ça en drone. Et je vais faire décoller le drone au soleil là, sur la chaîne Seb Raconte. On parle trop souvent de gens qui ont pris trop de risques. Et c'est pas le moment d'en prendre. Surtout que j'ai vraiment envie de finir cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais avancer un petit peu, je vais monter un petit peu d'abord. Je vais avancer, on va se mettre vraiment à la verticale. Voilà, là je suis au-dessus. Ah, on a une sorte de forme là. Ouh, oui. Attendez, je vais essayer de m'approcher. Ici, tac. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hop. C'est étonnant, hein, on dirait un rocher un peu plat là. Mais ça n'a pas l'air d'être une fondation. Hein. On va prendre une sorte de vue d'ensemble pour voir ce qui est techniquement possible de faire sur un petit bout de rocher comme ça. Est-ce que déjà j'aurais pu monter? Je sais pas. Ah si, ouais, hein. Franchement. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose quand même. Hein. Je suis assez haut. Je vais me mettre comme ça. Alors, vous savez quoi? Je vais arrêter la caméra. Je vais passer en mode photo. On va prendre une photo. Ah, c'est quoi ça là? On dirait une sorte de... Oh, je vais aller voir. Je prends la photo. C'est étonnant, hein, mais est-ce que ce seraient les fondations? Est-ce qu'ils auraient arasé justement pour... un peu comme vous savez à Roche de Solutré, là, hein, la forteresse médiévale au sommet de la Roche de Solutré. En fait, il reste rien du tout. Donc c'est possible qu'on ait la même chose au sommet de cette roche de Chastelat. On a une sorte de... comme... Putain, c'est... Ah mais non, c'est un arbre. J'ai cru que c'était l'entrée du souterrain. Putain, merde. Ah là là, zut. Oh, j'étais en train de m'emballer. Attendez, je repasse en mode caméra. C'est un peu à la one again. Hein. Ouais, c'est un arbre, on est d'accord, c'est un arbre, c'est pas l'entrée d'un souterrain. Je me suis un peu emballé, les petits amis, mais c'est pas grave. Hein. Elle est belle cette roche. Hein. Elle est magnifique, hein, cette roche de Chastelat là. Les archives départementales de la Haute-Loire et les travaux des historiens locaux, notamment ceux publiés dans les cahiers du Mézin, confirment qu'une maison forte ou un petit château occupait le sommet et les replats du Dic. Son nom vient de Castellum, qui veut dire petit château. Des fouilles et observations ont confirmé la présence de structures défensives médiévales au sommet de ce Dic. Il s'agissait d'un poste de guet stratégique que les textes anciens appellent le château du Mézin. Son apogée se situe entre le Xe et le XIIe siècle. À cette époque, c'était l'un des points de défense les plus hauts de la région. Il permettait de surveiller les passages entre le Velay et le Vivarais. Il a été le siège d'une importante seigneurie. Au XIIe siècle, il appartenait à la puissante famille des Monclor, qui régnait sur une grande partie de la montagne ardéchoise. Mais avant les Monclor, l'histoire retient un nom, Étienne du Mézin, un vir nobilis d'une grande brutalité qui faisait régner la terreur dans la région, pillage, violence, droit de cuissage, enfermant les récalcitrants dans des culs de basse-fosse creusés à même le basalte. Au Moyen-Âge, la zone était considérée comme un locus terribilis, un lieu terrible. Des récits du XVe siècle évoquent des phénomènes étranges comme des pluies de pierre ou des apparitions célestes, ce qui a alimenté la réputation mystique du site. Comme beaucoup de forteresses de haute montagne, elle a probablement été démantelée ou abandonnée au profit de résidences plus confortables dans les vallées à la fin du Moyen-Âge. Attendez, de toute façon, je vais revenir. Parce que là, il faut qu'on file au Tombaret. Là. Il faut qu'on file sur notre deuxième lieu, la sortie en fait du tunnel. Ah bah voilà, je suis là, regardez. Ça, c'est un plan que j'aurais jamais imaginé faire sur YouTube.
hop, ici, comme ça. Voilà, tout ce qu'il faut pas faire en drone. Heureusement que j'ai eu mon brevet, hein. Allez, je vais éteindre, je vais atterrir. Et puis on va repartir sur la route. Et on va filer aux Estables par l'autre côté parce que la route, elle est condamnée. Ok, donc là je me suis arrêté pour faire un petit point parce que c'est important. Là derrière moi il y a les Estables. La station Les Estables qui est magnifique avec ce cirque qui est incroyable. Derrière moi il y a le Mézin et là vous avez le Mont d'Alambre. Et donc notre fameux tunnel, notre souterrain des druides, eh bien il passe là, au milieu et il va courir là sous la terre pour aller hop jusque là-bas. On va prendre un petit chemin et on va descendre dans une forêt, une combe très sombre pour aller chercher justement le lieu dit le Tombarel pour trouver cette fameuse sortie du souterrain. Ah, ça sent la vache, ça sent bon. Ok, je suis en train de descendre sur le site, je vous disais que c'était un super site, mais en fait je ne connais pas. C'est la première fois que j'y vais. Ça paraît être une ruine de quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Et par contre, je sais que la légende dit que le souterrain arrive ici. Alors, vous voyez, normalement le souterrain, il va passer sous ces collines là qui ressemblent un peu à des décors de Windows 98, vous savez, le fond d'écran. On va descendre dans une combe assez sombre. Je ne sais pas ce que ça va donner, franchement. Mais alors, la forêt, elle est super glauque. Je pense que le lieu dit le Tombarel, ça porte bien son nom. Je ne sais pas dans quel traquenard je vais me retrouver. Je suis pas très rassuré, je suis tout seul. Donc là j'ai pris le chemin forestier, je me suis aidé de la carte IGN, une top 25 qui permet d'avoir la carte à l'échelle 1/25 millième. Quelque chose d'assez précis quand même, relativement précis par rapport à ce que je cherche. Il y a notamment la mention le Tombarel ruine, avec le fameux petit logo d'IGN pour désigner la ruine. Et donc cette ruine, je la trouve pas super identifiée sur la carte. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas si c'est une maison, je sais pas si c'est un château. Je sais pas du tout ce que c'est. Et logiquement, à la fin de ce chemin forestier, il y a un petit chemin, donc une sente, enfin un chemin plutôt. On verra ce que c'est, qui descend donc dans la combe. Et effectivement, il est là-bas. Mais bon, c'est pas touristique là, ça c'est clair. Ah ouais, là donc là je descends, c'est assez carrossé. Ah, ça descend bien abrupt. Là, il va falloir qu'on trouve une ruine. Et donc potentiellement, la sortie du souterrain. Il y a mon pote, le drone, qui me filme. Alors là, je viens de trouver des sortes de ruines. Bah alors franchement, si c'est ça, je suis un peu déçu. Ça a l'air d'être des enclos... attendez. Attendez. Ouh, il y a peut-être quelque chose là. Je vais faire poser mon drone. Ah ouais, là, il y a des murets en pierre. Et ça va loin. Ah ouais, il y a des choses là-bas. Vous voyez, là, ça, hop. Ça, c'est pas naturel, ça c'est sûr. Ouais, mais ça a l'air d'être juste un mur. Ça me paraît étonnant qu'ils aient identifié une ruine sur ce type de construction. Mais là-bas, ça se dégage. Attendez, on va aller là-bas parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose. Je suis sûr qu'en France, on a plein de lieux comme ça qui sont... Oh, ça y est, j'ai trouvé. Ouah, génial. Trop bien. C'est énorme. Ah oui, effectivement, c'est une vraie ruine. Regardez ça, là. Hop. Il y a encore du mortier de l'époque. Qu'est-ce que c'était? Waouh, je vais pas trop m'approcher parce que ça a l'air d'être... Ça n'a pas l'air de tenir sur grand-chose, regardez. Ok, donc si je me prends ça sur la gueule... en plus, c'est tombé il n'y a pas longtemps, là. Ok, on va pas prendre de risques non plus. Ici, une ruine, ça reste un lieu quand même dangereux. C'est grand, hein, ça fait... Là, un stade de foot, la longueur. Oh, je vais faire du drone pour voir un petit peu l'ampleur du truc. Mais surtout, alors, j'éteins pas, on va essayer de faire le tour des lieux. Qu'est-ce qu'on fait? On fait par le haut ou par le bas? Parce que le bâtiment, c'est étonnant que ce soit une habitation.
Là, c'est trop gros. Donc c'est soit on est sur de la ferme, mais de la ferme géante. Ah ouais, il y a encore un... Ouais, on va y aller. Waouh, l'arbre là, il est fou. Soit c'est une ferme géante, soit c'est un bâtiment militaire. On est d'accord, hein? Ah, regardez ça là. Hop. Incroyable. Oh, il y a de la mousse et tout. Oh, il y a une source. Oh, il y a une source. Alors, ben, on est toujours à la recherche de notre souterrain d'ailleurs, hein. Ça se trouve, on va le trouver là. Ah ouais, la source elle redescend là en bas. Il y a des murets en pierre. Là, apparemment, c'est une entrée. Ok. Regardez cette mousse comme c'est beau là. Waouh. Waouh. Incroyable. Alors là, on a une entrée. Ah ouais, c'est mystique. Ah, ça pas. Ouais, c'est pas privé ça, hein, on est d'accord. Donc soit c'est, ouais, comme je vous disais, c'est soit c'est une activité de production, c'est une ferme, soit une activité militaire, mais je vois pas pourquoi il viendrait foutre une activité militaire ici. Ça paraît bien être quand même une ferme. Je vais quand même demander s'il y a quelqu'un qui s'y connaît aux éstables, parce que c'est... Waouh. Ok. Et on rentre. Oh waouh. Oh waouh. Il y a encore les encadrements époque ferraille. Donc il y a de la ferraille, donc c'est pas si vieux que ça non plus. Là il y a des escaliers. D'accord. Attendez, avant d'entrer, je vais prendre les escaliers. Aïe. Je viens de me prendre une branche. Super. Hein. Waouh, là il y a une petite terrasse. Ok, le bâtiment il se finit ici, ok. Donc ici apparemment venait le souterrain qui arrive de la dent du diable, donc la dent de Chastela. C'était un gros bâtiment, là il y a presque, attendez, si je me mesure 1m80, ouais, il y a bien 7-8 mètres là, 7-8 mètres là-haut. Hein. Ok, ok, waouh, waouh, et là, regardez, ce serait ça là en fait. On va essayer de descendre. C'est quoi là en dessous? Allez, on y va? On y va? Ah, c'est peut-être bien ça. Hein. C'est quoi? C'est une cave, une sorte de cave ça? Si c'était abrité, s'il y avait un toit. Ce qui est marrant, c'est que... Ce qui est très étonnant... Ouais, non, il n'y avait pas grand-chose là. Je vais augmenter un petit peu l'ISO pour que vous puissiez voir. Ok. Ok. Et là... Ouais, une sorte de cave, je sais pas, bizarre. Il doit y avoir 100 mètres de longueur sur, je sais pas, 30 de large, 20-30 de large. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de charpente, il n'y a pas de bois de charpente. Et quand on retrouve normalement le bois de charpente, on retrouve aussi la couverture. Donc ici, toit en lauze. Et bien regardez, ici là, vous en avez une. Ça, je vais vous la filmer. C'est une énorme lauze qui faisait certainement partie du toit. Il y en a plusieurs, il y en a des plus petites. Il y en a un peu de partout et il y en a, regardez, je vous montre. C'est typique de la région. Donc les lauzes avec des points d'accroche qui permettaient justement de les accrocher sur le toit. Donc ça c'est pas naturel, c'est bien l'homme qui l'a fait, cette accroche là. Et donc ça c'est typiquement, je regarde s'il n'y a pas de serpent, c'est typiquement une lauze de toiture. Donc il y avait bien une toiture. Est-ce que la majorité de la toiture a été embarquée pour refaire une toiture ailleurs? Je sais pas. Ce qui me fait dire que c'est une ferme avec habitation, c'est qu'il y a une sorte d'auge, je vais vous montrer, qui devait certainement servir à récupérer l'eau. Vous voyez là, ça, c'est une auge. Et donc comme la source elle est pas très loin, je pense qu'elle doit couler, là elle doit descendre. Ça devait alimenter l'eau, c'est pour ça qu'ils se sont installés là. C'est parce qu'il y avait de l'eau qui passait. Donc ils récupéraient l'eau, ça permettait d'abreuver les bêtes. Et donc je pense que c'était une étable en fait, tout simplement. Mais c'était une étable
c'était une étable sympa, hein. C'était gros comme étable. Parce que si le bâtiment a... Je sais pas si c'est une étable qui a été faite il y a 300 ans, c'était une belle exploitation. Hein. Ouais, c'était un beau bâtiment. Pourquoi ça a été abandonné, je sais pas. On ne saura jamais. Peut-être pas de repreneur, pas d'héritier. Il y a plein de raisons. Mais en tout cas, l'hiver ici, ça doit être costaud. Et alors je pense qu'autour, il y a de la forêt. Mais à l'époque, il devait y en avoir beaucoup moins en fait. Ça devait être vraiment... à mon avis, il n'y avait pas du tout de forêt autour. Et d'ailleurs, j'ai vu l'ancien chemin en arrivant. J'ai repéré l'ancien chemin. C'est-à-dire que le chemin que j'ai pris, c'était pas le chemin d'origine. Le chemin d'origine, il montait là. Et il partait, à mon avis, sur l'autre ferme. À mon avis, les fermes étaient raccordées. Donc voilà, et ben écoutez, c'est super toutes ces découvertes. Mais pas de souterrain, hein. J'ai fait un petit peu le tour. On va retourner un peu en bas pour voir ce qu'il y a. Mais pour le tour de la rune est quand même assez vite fait. Et ouais, j'adore ce genre d'endroit. Et c'est clair que personne ne vient ici. Hein. Il doit y avoir 2-3 connaisseurs du lieu, mais à mon avis, il n'y a aucun touriste qui vient ici. Aucun! Pas de souterrain à la dent de Chastelat ni au Tombarel. Bon, pour être honnête, je m'y attendais un peu. Mais la question que je me pose alors, c'est que recherchaient réellement les nazis? Selon plusieurs témoignages de locaux recueillis après la guerre, un petit détachement allemand, accompagné de civils, vraisemblablement des experts de l'Annenherbe, aurait séjourné à proximité de Chauderolles à l'été 1943. Ils se seraient concentrés sur la base du Chastelat. Les habitants de l'époque rapportent des bruits d'explosions et l'utilisation de matériel de forage. Une rumeur raconte aussi qu'un camion bâché serait reparti du pied du Chastelat, sous haute garde, transportant quelque chose de lourd et volumineux. Des chercheurs suggèrent qu'ils auraient extrait une pierre gravée ou une stèle druidique liée à l'expédition de Delphes pour l'envoyer en Allemagne. Ont-ils réellement trouvé le trésor des rois du Velay? Pour ma part, je me suis fait mon opinion. Je pense que les nazis faisaient fausse route, comme ils avaient l'habitude de le faire. Car en me baladant dans ce dédale de roches volcaniques, je renforce mes convictions et je continue de croire que la véritable richesse n'est pas dans tout l'or du monde, mais bien dans le regard qu'on porte sur ce monde, celui de l'émerveillement, de la curiosité et de la recherche de connaissances. Bon, et bien voilà, j'ai ma réponse pour le Tombarel, pardon, pas les Tombarel, le Tombarel. Ouh là là, attendez, je vais faire comme ça parce que sinon je vais avoir trop de soleil. Voilà, je suis remonté du Tombarel et grâce à Gemini, j'ai l'origine du lieu, je sais ce que c'est, je vais vous dire ça. Et ça me fait dire que cette petite histoire que je viens de vous raconter, elle est quand même incroyable, elle nourrit l'imagination. C'est ça qui est important, c'est de nourrir l'imaginaire. Je pense que les gens qui ne s'émerveillent plus sont en mort cérébrale. C'est pas possible. L'émerveillement, c'est la première des portes vers la connaissance. Et la connaissance, je peux vous dire avec l'amour, les deux choses très importantes dans une vie, c'est ce qui vous rend heureux. Donc quand vous pouvez le vivre, faites-le. Et bien évidemment, pour s'émerveiller, il faut trouver comme ça des sujets croustillants. Alors là, moi, je tripe dans ce type d'histoire, mais vous pouvez très bien trouver votre compte et votre passion et votre émerveillement dans la gastronomie, dans, je sais pas, les voitures, ce que vous voulez en fait. L'idée, c'est de s'émerveiller. Alors, le Tombarel, c'est quoi l'origine? Tombarel, ça vient du patois en fait, du patois local. Et en fait, ça veut dire, ça a une relation avec le relief. Donc, ça veut dire un relief qui tombe. Et donc effectivement, là, le Tombarel, notre bâtiment, il est dans un endroit qui tombe. Et je pense qu'ils se sont mis à l'abri du vent, là en bas. Ils se sont mis donc à l'abri du vent et pas très loin de la source. Et pour eux, c'était parfait justement pour avoir une activité d'élevage, tout simplement. Parce que ce qu'on a visité, c'était une ancienne ferme. Alors, il y a une trace dans les archives. La dernière trace qu'on a, c'est en fait une dernière occupation en 1950. Donc vous voyez, c'est un peu plus récent que ce que je vous disais, mais quand on fait le calcul, ça fait quand même 76 ans que ça a été abandonné. Je crois qu'il y a une dernière trace de vie en 1957, quelqu'un qui a vécu quelques mois dans la ferme. Et c'était une immense ferme avec une habitation, on appelait ça un mât, donc le mât du Tombarel. Et voilà, et donc on estime la construction de cette ferme aux alentours de 1850 et début du 19e siècle.
Donc c'est quand même une ferme qui a pas loin de 100 ans, hein, 200 ans, mais c'est peut-être même plus vieux. Dans les archives, ça remonte peut-être un peu plus, parce qu'il y a des fermes qui sont très anciennes ici, qui ont 300 ans. Donc on pourrait remonter encore un peu plus loin dans la construction, dans l'origine de la construction. Et donc ici, ça devait être vraiment un lieu absolument sauvage il y a 200 ans. Il n'y avait quasiment pas de route. C'était une dinguerie de vivre ici. Avec le froid, la burle, les congères l'hiver. Ça devait être vraiment très très compliqué et très rude. Et d'ailleurs, pas très loin, là, de l'autre côté, là, donc il y a Tombarel qui est en bas. Et là, quand vous allez un petit peu vers le haut, donc quand vous remontez, il y a un cul-de-sac, c'est la vallée cul-de-sac. Et dans ce cul-de-sac, il y a la fameuse chartreuse de Bonnefoy. Voilà, la chartreuse abandonnée de Bonnefoy, qui est la chartreuse la plus haute en altitude de France. Voilà, tout s'explique. Voilà, c'est un beau coin. Je vous invite vraiment à y aller, à vous émerveiller de cette beauté des paysages, ce paysage volcanique. Je vous ferai un autre sujet là-dessus, sur la burle notamment, parce qu'il y a des choses à dire. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Et puis moi, comme d'habitude, j'ai pris un plaisir fou à vous faire cette vidéo, à me passionner pour ce sujet pendant 3 jours. Je n'ai pensé qu'à ça pendant 3 jours. J'espère que ça vous a plu et que ça vous encouragera à venir découvrir ce pays. Et puis moi, comme d'habitude, hein, je vous embrasse très fort. Je vous salue bien bas et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.